Bien, je vous remercie de votre présence dans cette 6e séance du séminaire Ethnologie et Archéologie. Alors, exceptionnellement, aujourd'hui, je ne lirai pas de poème parce que j'ai oublié tous mes livres de poésie. Je peux en réciter un de mémoire, mais ce n'est pas une bonne idée. Donc, parce qu'il est dédié à Chikaya Utamsi, et ils ne connaissent pas bien. Vous me connaissez? Voilà. C'est un poète du Congo très brillant, le Rimbaud africain, mais là, je n'ai pas apporté le recueil, donc quoique j'en ai un sous les yeux. Le pain bis, le pain bis. Sur les vitres sombres vert cuit, je t'ai cherché comme un oiseau, bleu ivre sous l'arche des mots. L'arbre n'avait plus qu'un seul fruit. J'ai quitté le jardin depuis, l'autre saison revient bientôt. Vrai, je finirai, il le faut, notre si beau meurtre à l'ennui. Femme jolie, amante aimée, franc, baiser, salon vert froissé, caisse, l'air saigne, le ciel doute. Oh, que ceux qui partent sont beaux. Quand au ciel il y a des routes, eux, ils vont conquérir l'écho. C'est tiré du recueil Le Mauvais Sang, paru chez Oswald en 1955 de Chikaya Utamsi, qui signifie petite feuille congolaise qui parle pour son pays. C'est d'autant plus important que la semaine dernière, nous avons reçu Nicolas Hadel de l'Université de Toulouse, Jean Jaurès, qui parlait des Compagnons du Tour de France, dont la thématique de recherche actuelle qui va sortir sous forme d'un ouvrage collectif consiste à associer l'anthropologie sociale et la poésie. Donc je lui ai fait part de mon intérêt et lui a bien noté le nôtre, collectif, sur la poésie et l'anthropologie, et il dit qu'il va continuer cette thématique en l'agrandissant. Il trouve que c'est assez rare et que c'est nécessaire. Donc voilà. Je reviens donc à la séance d'aujourd'hui. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir l'un des co-directeurs du séminaire Ethnologie et Archéologie, l'un des fondateurs avec moi, M. Valéry Zetoun, qui est paléoanthropologue, directeur de recherche au CNRS, de classe bientôt exceptionnelle, si ce n'est pas déjà le cas. Et ça, on coupe, Romain, on coupe. Classe d'exception. Ah oui, ça colle avec le séminaire. Et qui fait partie du centre de recherche sur la paléobiodiversité et les paléo-environnements, qu'on a l'habitude de résumer sous l'acronyme CR2P, c'est plus simple, et qui est une unité mixte de recherche du CNRS, du Muséum national d'histoire naturelle et de l'Université Paris 6 et de Sorbonne Université. Donc, M. Zetoun est un spécialiste donc, de la paléontologie et spécialement de la paléoanthropologie. Et plus particulièrement, il a longtemps effectué des recherches et des fouilles de longue durée sur plusieurs décennies maintenant dans la région qui m'intéresse au premier chef, l'Asie du Sud-Est. Il a fouillé longtemps en Thaïlande et au Laos, en Indonésie aussi, il me semble, au Cambodge. Et donc, je lui laisse la parole pour cette séance d'aujourd'hui intitulée « Lucie, Flores et Naledi, des grands hommes d'1,10 m ». Merci, monsieur. Merci, Pierre. Alors, aujourd'hui, donc, je vais vous parler de société et d'êtres d'exception. Alors, c'est un petit peu compliqué pour la paléanthropologie. Donc, vous allez voir, j'ai essayé de me contraindre sur cet exercice de style en essayant de rentrer dans ce cadre. Et donc, comme vous voyez, j'ai surfé sur la notion de grands hommes en parlant de la stature des hommes fossiles. Alors, ce dont je vais vous parler, du coup, c'est à la fois de la petite histoire des scientifiques eux-mêmes et de la grande histoire de la science, dans ce domaine particulier qui est celle qui concerne donc l'évolution des hominidés. Alors, évidemment, je ne vais pas toutes vous les raconter, les histoires, parce qu'on n'a pas le temps, mais vous verrez qu'il y a de belles histoires. Il y a aussi des modèles qui sont périmés, pas mal de scoops médiatiques. Mais ça, je pense qu'on n'aura pas le temps d'en parler. Certainement aussi d'une nécessité d'avoir une approche épistémologique sur tout ça. Alors, les sociétés et les aides d'exception dans le monde de la paléanthropologie. Alors, tout d'abord, j'ai été obligé de vous faire quelques rappels, je pense, pour concerner bien le problème. Donc vous voyez, là, vous avez une liste de noms, et ces noms, ça correspond à ce qu'on appelle les hominidés. Vous avez tout en haut celui qu'on appelle plus communément Toumaï, vous voyez, 7 millions d'années, Aurorine ensuite, 6 millions d'années,
des espèces, des genres qu'on appelle Ardipithecus, qu'on trouve en Éthiopie, le Echinotropus, qui est un petit peu particulier. Ensuite, vous voyez, il y a un paquet d'australopithèques, des paranthropes. Les paranthropes, pour vous donner l'idée, c'est des australopithèques un peu robustes. Et puis ensuite, différents types d'individus, d'espèces en l'occurrence, qui appartiennent au genre Homo. Et vous voyez que ça va de plus de 2,4 millions d'années jusqu'à nos jours. Alors, ces hominidés, en fait, les hominidés, ce sont, pour faire très simple, ce sont, on va dire, des primates, des singes qui n'ont pas de queue. Alors, vous voyez en haut qu'il y a les hominidés qui sont à côté de ceux qu'on appelle les hylobatidés, qui sont en fait les gibbons. Ensuite, vous voyez ici, là, c'est pour aussi vous illustrer la façon dont on parle et comment on découpe les choses dans cette discipline. Ensuite, donc, vous avez les hominidés, qui sont une catégorie qui est à mettre à côté de ce que vous avez en bleu, les ponginés, donc les orang-outans. Et ensuite, au sein de ces hominidés, on fait une distinction entre les gorilles d'une part et une autre catégorie que vous voyez tout en bas, qui regroupe d'un côté les chimpanzés, et ensuite, à côté en tout cas, les humains et leurs ancêtres. Donc voilà, vous voyez, souvent on représente ça sous ce type de schéma, qu'on appelle un arbre phylogénétique, avec des catégories. Si on regarde ces choses-là sur une trame chronologique, vous voyez que il y a des blocs. Alors vous voyez par exemple à droite, en vert, ce qui sont les paranthropes, donc c'est ces australopithèques robustes. En bleu, vous avez les australopithèques. Complètement à votre gauche, vous avez les humains. Et puis quelques entités un peu plus bas, là, dont le Sahelanthropus, donc Toumaï, etc. Donc ça, ce sont les positionnements de ces entités biologiques dans le temps. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir quelles sont les relations qui existent entre les uns et les autres pour dire des choses, une sorte de généalogie, comme vous voyez ici. Alors évidemment, sachez que ces généalogies ne sont que des hypothèses. Et ce qu'on a à la base et au sommet de cette sorte d'arbre, en réalité, eh bien, ça peut être changeant en fonction des nouvelles découvertes, de différents points de vue, du niveau de la biologie ou d'autres. Alors, l'histoire de l'origine de ces hominini, dont nous faisons partie, eh bien, elle se situe en Afrique, et à l'origine de ce qui sont en fait nos ancêtres, en tout cas les cousins de nos ancêtres, plus exactement. Vous voyez qu'on a 3 candidats actuellement. Ce sont à gauche les ardipithèques, qui ont plus de 5,8 millions d'années. Vous avez Aurorine, autour de 6 millions d'années, ou donc Toumaï, le fameux Sahelanthrope, à 6 ou 7 millions d'années. Ça, ce sont des hypothèses. Et en tout cas, tout ça se situe en Afrique. Alors maintenant, du point de vue de l'histoire des sciences, je vais vous parler un petit peu de la naissance des australopithèques. Alors, celle-ci se situe en Afrique du Sud et commence par une découverte. Alors là, on est en 1924. En fait, la petite histoire que je vais vous faire très très brève, c'est qu'à un moment donné, il y a des paléontologues qui voient sur le bureau d'un directeur de mine une sorte de presse-papier. Et en fait, en le retournant, on s'aperçoit que c'est une sorte de singe. Et puis ensuite, ça passe de main en main de différents spécialistes. Et puis Raymond Dart, quand il l'a en main, il considère que c'est une entité nouvelle. Et il nomme cet enfant, puisque c'est un enfant, Australopithecus. Donc ça, c'est la naissance historique, 1924. Ensuite, dans ces sites sud-africains, eh bien, on trouve d'autres fossiles. Ceux-ci sont des adultes. Et on a des formes qui sont plus massives et qui ressemblent, alors ce sont des adultes, hein, c'est aussi pour ça, mais qui sont, comme ça, en prime abord, plus ressemblants aux gorilles, qu'on appelle, alors à l'époque, on les appelle Australopithecus robustus. Ensuite, on les appellera Paranthropus robustus. Donc ça, on est à l'aube des années 40, et toujours en Afrique du Sud. Ensuite, on retrouve dans les années 40-50, ici en l'occurrence 47, Mrs. Please, qui est ce fossile d'Australopithecus adulte, et donc toujours en Afrique du Sud. Ensuite, les recherches se portent sur une autre région d'Afrique, qui est l'Afrique de l'Est, avec la découverte de ce qu'on appelle encore à l'époque les Australopithecus boisei, donc maintenant les Paranthropus. Et ça, vous voyez, c'est 1959 en bas et 1969 en haut, donc autour des années 60. Ensuite, on retrouve une
une espèce particulière en Éthiopie, en 67, découverte faite par Camille Arambourg et Yves Coppens, avec ensuite des individus qui sont ceux qui sont en haut, plus complets. Et alors, ce que je vous ai pas dit jusqu'à présent, puisqu'on parlait de grands hommes, là, on voit que ces australopithèques-là font 1,50 m, 1,60 m, c'est-à-dire que ce sont des australopithèques assez élancés, assez grands par rapport aux autres. Les autres, c'est à peu près 1,10 m pour les femelles et 1,30 m, 1,40 m pour les mâles, puisque chez les australopithèques, il y a un grand dimorphisme sexuel comme chez les grands singes. Donc ce genre paranthrope, qui est présent à la fois en Afrique du Sud et en Afrique de l'Est, eh bien, ça pose des questions, puisqu'on voyait que des Australopithecus, donc des formes plus graciles, uniquement en Afrique du Sud, jusque dans les années 70, en réalité, avec la découverte de Lucie, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Et donc, Lucie, qui est si connue, c'est parce que le squelette est beaucoup plus complet, on a pu dire beaucoup plus de choses que ce qu'on disait auparavant. Par exemple, sur la bipédie, on l'évoquait par rapport à la position du trou occipital, qui est cet orifice qu'on a à la base du crâne, où passe la moelle épinière. Et le fait que ça soit plus ou moins avancé par rapport à la base du crâne, ça infère que la position de déplacement de l'individu est plus ou moins bipède. Donc là, on avait ces éléments-là. En plus, on avait le squelette post-crânien avec le fémur, qui a des indices qui permettent de dire ce genre de choses également, ainsi que la configuration du bassin, avec, quand on regarde en détail les données anatomiques, on s'est aperçu que finalement, cet Australopithèque afarensis, donc Lucie essentiellement, et puis tous les spécimens associés, eh bien, sont des individus qui avaient une locomotion partiellement bipède et qui aussi passaient leur vie dans le monde arboricole. Alors, autre indice intéressant sur ces australopithèques, eh bien, on a aussi retrouvé des pistes, donc, qui étaient la preuve tangible d'une certaine démarche bipède. On a la piste ici qui est analysée de différentes façons, et donc les spécialistes arrivent à nous dire qu'il y avait deux individus qui marchaient côte à côte et un troisième qui marchait à côté, un individu plus jeune. Autre élément qui est beaucoup plus récent en fait dans la recherche, puisque ça ce sont les années 2010, on a retrouvé associés à ces australopithèques, à ceux qui ressemblent à Lucie, des bouts d'os qui sont découpés, alors des bouts d'os d'animaux, et les découpes sont le signe de l'utilisation d'outils. Donc là, on a des preuves indirectes que ces australopithèques, dans la mesure où il n'y a que ces hominidés qui existent dans ces contrées-là, à ces périodes-là, devaient découper des cadavres, alors soit des cadavres, soit des animaux chassés, ça on ne peut pas le savoir, mais qu'en tout cas, ils avaient l'utilisation déjà des outils pour accéder à une alimentation carnée. Donc tout ça pour vous montrer le grand intérêt de ces australopithèques afarensis. Et donc, maintenant, on voit qu'ils sont présents à la fois en Afrique du Sud et en Afrique de l'Est, comme les paranthropes. Alors, pour revenir un petit peu maintenant dans le thème de ces séminaires, je vais vous raconter 3 histoires différentes, et on va repartir cette fois-ci donc de Lucie. J'ai intitulé ça « De la découverte à la légende », vous allez voir pourquoi. Alors, cette découverte est issue en fait d'un projet international qui a été initié par Maurice Taïeb, qui est un géologue français, et qui a souhaité qu'une mission internationale qui regroupe à la fois des Français et des Américains s'opère en Éthiopie. Alors, initialement, c'est Camille Arambourg, qui est un grand professeur, qui est le directeur français de cette équipe, et ensuite, très rapidement, c'est Yves Coppens qui le remplace. Et pour les Américains, c'est Donald Johanson, qui est un jeune paléanthropologue, qui va s'en occuper. Alors, vous voyez Maurice Taïeb en bas à gauche, et face à face, Yves Coppens et Donald Johanson. Alors, coup de chance, 24 novembre 1974, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire, c'est celui de la... Bien vu Pierre pour l'invitation. C'est le jour de la découverte des premiers restes donc, de Lucie par Donald Johanson et son étudiant Tom Gray dans cette localité dite 162. Alors, les fouilles, en fait, en Afrique de l'Est, ce n'est pas tout à fait des fouilles, hein, c'est surtout des prospections, on se balade et c'est un peu de la cueillette, on ramasse des trucs qui sont par terre, et puis ensuite, de proche en proche, en fonction des sédiments et de là où on sait d'où ça vient, on arrive à bien dater les formations initiales dont proviennent ces fossiles. C'est un peu comme ça que ça marche. Alors, sur cette fameuse histoire de Lucie, voilà ce que nous dit Donald Johanson. Bon, vous connaissez tous Yves Coppens.
qui nous a raconté de façon assez remarquable cette histoire de découverte de Lucie et de tant d'autres fossiles. Mais dans l'ouvrage de Johansson, lui, nous dit qu'à l'époque de la découverte, donc il n'avait pas son appareil photo avec lui et que quelques personnes en ont pris le lendemain, mais que dans l'ensemble, les gens étaient trop excités. Et surtout, ce qu'il nous dit, c'est qu'Yves Coppens et les autres participants de l'expédition n'étaient pas en Éthiopie. Et que c'est en fait Maurice Tayeb qui a demandé à ce qu'on prévienne Yves Coppens, qui, alors ça, on ne sait pas comment il faut le prendre, mais Johansson nous dit que Coppens est finalement arrivé avec une équipe française de télévision, mais nous avions déjà fini de gager les ossements. Alors c'est vrai que certains utilisent ce genre d'argument pour dire voilà, Yves Coppens n'était pas présent sur le terrain lors de la découverte. Certes, mais peu importe. C'est quand même lui qui était un des co-initiateurs de cette mission. Et donc, c'est un peu comme quand toi tu parles et c'est quand même mon séminaire avec toi. Par exemple. Par exemple. Mais bon, je ne sais pas si c'est aussi important que la découverte de Lucie. Alors, pour rester un petit peu dans la légende qui a circulé autour de Lucie, alors, certains ont dit que c'est parce qu'on écoutait en boucle ce fameux titre des Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. En fait, pas tout à fait. En fait, ça faisait partie effectivement des titres qui étaient écoutés sur place, sur le chantier. Mais en fait, il semblerait que ce soit la petite amie de Donald Johnson, donc Pam Alderman, qui a dit à un moment, si vous pensez vraiment que c'est une femelle, pourquoi ne pas l'appeler Lucie? Et qu'ensuite, ça a été repris, et puis qu'on disait, bon, voilà, est-ce qu'on va retrouver Lucie? Est-ce qu'on retrouve sur le secteur de Lucie? Donc ça serait la réalité. C'est pas aussi, on va dire, pétaradant que ce qu'on a pu raconter. Alors, ce qu'il faut avoir en compte par rapport à ces sociétés très, très particulières qui sont celles des paléanthropologues, c'est que quand même, au départ, donc, je vous ai dit, cette équipe il y avait 2 pôles, français et américains, et que donc, au départ, c'était assez tendu, puisqu'il y avait des secteurs réservés pour les Français, pour les Américains, et que c'est Coppens, uniquement lui, qui ensuite, après le décès de Mirambeau, a fait venir les Américains sur le secteur français, les a invités, mais cependant, on voit bien, dans ce que nous dit toujours Johansson ensuite, que le secteur est séparé par un chemin entre les deux, et que toute intrusion personnelle était plutôt interdite. Donc quand même, vous voyez qu'il y a assez de tension entre les 2 pôles français, celui de la vieille Europe et de l'Amérique dynamique. Ça, c'est des choses qu'on voit de façon assez régulière dans notre domaine, et je pense dans d'autres également. Alors, l'histoire de Lucie raccroche aussi à une autre histoire, celle de l'East Side Story, qui a été souvent racontée par Coppens, mais aussi par Donald Johansson. Alors, cette histoire, c'est un petit peu une hypothèse scientifique qui repose sur le fait que dans cette région du monde, il y a un rift. Alors, le rift, c'est un soulèvement des roches qui est lié à l'écartement de plaques tectoniques, qui fait que, comme il y a des sillons sous les mers, sous les océans, qui font qu'il y a un écartement, là, il y a un début de formation d'océan sur cette zone africaine qui va tendre à écarter la partie est et la partie ouest. Et donc, cette partition-là est considérée comme une frontière à l'ouest de laquelle on voit qu'il y a des gorilles, les gorilles de montagne qui sont ici en jaune, et les gorilles de plaine, plus à l'ouest, en rouge ici, mais également des chimpanzés différents. Alors vous voyez sur cette vue-là, en jaune, en vert, en différents types de bleu, ce sont les Pantroglodytes, c'est-à-dire les chimpanzés communs. Et vous voyez que déjà, il y a des entités différentes, ce qu'on va appeler des sous-espèces. Mais surtout, entre ces chimpanzés et puis la tache rouge qui correspond au bonobo, eh bien, il y a une frontière physique nette qui est le fleuve Congo. Donc vous voyez qu'on voit bien ici que des frontières géographiques peuvent séparer des espèces différentes, des entités biologiques différentes. Donc on a un petit peu utilisé ce schéma-là pour expliquer que de part et d'autre du rift, il y aurait les humains, comme on verra plus tard, et puis leurs ancêtres directs, et puis de l'autre côté, les grands singes. Alors ça, c'est une hypothèse qui a tenu jusqu'à 1995, avec la découverte du premier australopithèque à l'ouest du rift africain, avec la découverte d'Abel par Michel Brunet en 1995. Donc. Alors là, je ne vous fais pas cette petite histoire parce qu'elle est un peu plus longue, il n'y en aura pas le temps. Mais là aussi, ce qui est remarquable dans cette histoire, c'est que Michel Brunet a fouillé pendant près d'une trentaine d'années dans ces contrées et tout le monde se moquait un peu de lui en disant que
ne comprenait pas pourquoi il allait chercher des australopithèques aussi loin de la source originelle. C'est un petit peu ce phénomène vous savez, de l'alcoolique qui a perdu ses clés et qui va les chercher que dans le halo de lumière du réverbère. Bon, Michel Brunet était au-delà du halo du réverbère, et voilà, au bout de 30 ans, il a trouvé quelque chose, et ça remet en cause cette théorie qui a longtemps été la principale. Avec, donc, vous voyez, donc, des australopithèques en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est et en Afrique centrale. Alors, au-delà donc, de ces australopithèques, je vais vous parler un petit peu du genre humain maintenant, donc, qui est ici situé, vous voyez à gauche en rouge. Alors là, il y a plusieurs catégories. Alors, on va faire un rappel assez rapide. Donc, au départ, les plus anciens, on les trouve également en Afrique du Sud et en Afrique de l'Est. Alors, on leur donne différents noms, puis il y a différentes hypothèses. Alors, au début, on a parlé d'Homo habilis parce qu'ils étaient plus ou moins associés à des outils au départ. Ça, c'était avant les années 2010, hein, quand on a vu maintenant que les outils étaient associés plutôt à des australopithèques, alors qu'à l'époque, on pensait que les outils qu'on avait, qui étaient à côté de reste humain, c'est ce qui a permis de les appeler Homo habilis, donc l'homme qui sait habile, l'homme qui sait utiliser les outils. Ensuite, on a trouvé des petites différences dans les différents humains fossiles qu'on a trouvés. On a appelé ça Homo rudolfensis pour certains, qui sont avérés être les plus anciens. Et il y a encore des débats de savoir est-ce que Homo habilis c'est une sorte de catégorie englobante, ou est-ce qu'il y a vraiment ces deux entités-là, ou alors même certains qui pensent que finalement ce ne sont ni les uns ni les autres des membres du genre Homo, mais que ça serait peut-être encore des sortes d'australopithèques. Alors pour vous montrer à quoi ça ressemble, donc vous voyez qu'il y a un crâne qui est assez globuleux, une face qui est en dessous du crâne et qui est assez verticale ici. Un point particulier, alors les australopithèques et les paranthropes dont on a parlé tout à l'heure, c'est des capacités crâniennes de l'ordre de 300 à 500 cm3, c'est l'équivalent d'un chimpanzé, on va dire. Alors qu'ici, vous voyez qu'on est déjà à 750 cm3, donc une fois et demie, et c'est à peu près la même chose pour Homo habilis, avec des capacités autour de 700 cm3. Pareil, les tailles sont un petit peu plus grandes que pour les australopithèques et les paranthropes. Alors, donc, ça je vous l'ai déjà dit, hein, donc, ces premiers humains-là étaient associés donc, à des outils, et donc ce qui a permis, à l'époque, en tout cas dans le processus de l'histoire des sciences, de considérer qu'il y avait un effet de progrès pour ces humains. Une autre étape importante, c'est celle qui concerne ceux qu'on appelle désormais les Homo ergaster, qu'on a longtemps appelés des Homo erectus, en particulier africains, qui sont des hommes fossiles qui ont de l'ordre de 1,8 million d'années et qu'on retrouve à la fois en Afrique, mais aussi en dehors d'Afrique, donc ce qu'on appelle l'ancien monde, hein, qui regroupe l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Ces humains, donc, on les retrouve, comme vous voyez ici, en Géorgie, c'est le site de Dmanisi, qui est en haut, en Afrique, avec des âges comparables. Il y a des indices aussi de présence, mais on n'est pas sûr que ce soit des Homo ergaster en Chine, avec peut-être même des dates un peu plus anciennes, donc ce qui pose souci, et puis des Homo erectus à peu près à la même date en Indonésie. Quand on regarde d'autres informations, on voit qu'on a aussi des Homo erectus en Afrique et donc en Indonésie, comme je l'ai dit. Et donc, là, bon, là je ne vais pas rentrer sur le détail de ces deux choses, mais voilà, il y a des débats sur ce qu'on disait avant, sur ces premiers humains sortis d'Afrique qui étaient des Homo erectus. Maintenant, on est plus dans la finesse, plus dans le détail, on leur donne des noms de catégories différentes. Enfin, les Homo sapiens, les plus anciens, en tout cas des individus pour lesquels on voit des caractères qui seraient propres d'Homo sapiens, on voit qu'ils sont datés de 1,1 million d'années, même 1,3 million d'années en Europe, en l'occurrence en Espagne. Alors ici, juste une remarque, et j'y reviendrai tout à l'heure, je parle d'Homo sapiens, je ne vous parle pas d'hommes modernes, c'est-à-dire nous. Nous sommes les derniers Homo sapiens qui sont présents encore de nos jours. L'Homo sapiens, ce n'est pas forcément nous, en tout cas, ce n'est pas que nous. Hein, c'est Homo sapiens, c'est un nom d'espèce. Vous allez voir tout à l'heure, il y a différentes façons d'écrire les choses. Donc là, vous voyez en haut donc, ces humains les plus anciens, Homo habilis, Homo neuralvensis, Homo ergaster, Homo erectus, et puis les Homo sapiens. Alors on peut les écrire de deux façons, ces noms d'espèces et de sous-espèces, en l'occurrence de sous-espèces. Vous voyez qu'on peut décliner Homo sapiens en Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire l'homme moderne, nous, et puis les Néandertaliens, on peut les appeler Homo sapiens neanderthalensis, Homo sapiens soloensis pour les hommes de la Solo, en Indonésie, etc., etc. Donc vous voyez, ça c'est une façon d'écrire les choses.
Et puis il y en a une autre, c'est de considérer que ce sont des espèces différentes. Alors du point de vue de la biologie, deux espèces différentes peuvent avoir une descendance, mais celle-ci sera stérile, alors donc il peut y avoir des échanges. Par contre, deux sous-espèces peuvent avoir des membres d'une même sous-espèce peuvent avoir une descendance et elle sera fertile. Donc c'est ça la différence. Ça, c'est une définition qui est uniquement biologique et on essaye de l'appliquer dans le registre fossile, mais bien évidemment, c'est des choses qu'on ne peut pas démontrer formellement, puisque quand bien même on aurait un endroit particulier avec un homme, une femme ou une femelle et un mâle d'entités différentes et associés à un de leurs enfants, on ne serait pas en capacité de dire si leur enfant était fertile ou pas. Ça, du point de vue de la paléanthropologie, ce n'est pas possible. Alors après, il y a ce que disent les collègues qui font de la génétique, de la paléogénétique, mais le problème, c'est que les référentiels qui sont les nôtres sont des référentiels soit actuels, donc l'homme moderne, uniquement l'homme moderne, Homo sapiens sapiens, soit maintenant des néandertaliens, mais des néandertaliens qui ne sont en fait, il n'y a que 7 individus qui ont été séquencés et qui ne donnent qu'une idée particulière de la variabilité de ces entités, et donc ça limite le discours, même si on a reconnu des signaux. Vous avez certainement entendu parler de ça. On nous a dit qu'il y avait 3% de patrimoine génétique, en tout cas en Europe, qui était commun avec les Néandertaliens. Vous avez dû entendre parler de cette histoire de l'homme de Denisova en Sibérie. C'est quelque chose qu'on a identifié d'un point de vue génétique sur un tout petit bout d'os et de dents. On ne connaît pas la morphologie de cette entité paléontologique et humaine. Et on en a fait une autre catégorie. Et il se trouve qu'il y a une partie du stock génétique de cette population-là qu'on retrouve dans les hommes modernes en Océanie. Donc vous voyez qu'il y a une perméabilité qui est limitée, mais qui existe sur différentes entités. Mais là, quand on est dans le registre de la morphologie des hommes fossiles, on a des difficultés à pouvoir avancer ce genre de choses. Alors ce qui caractérise l'homme par rapport aux australopithèques au sens large, donc c'est une bipédie qui elle est parfaite, avec cette anatomie du pied qui est très particulière, qui est la nôtre, alors que les australopithèques n'avaient pas forcément une démarche tout à fait bipède, en tout cas pas la même bipédie que la nôtre. Et puis aussi, donc je vous en ai parlé, il y a la capacité crânienne qui n'est pas du tout la même. Vous voyez ici les comparatifs entre le haut et le bas. Vous avez les grands singes avec des volumes de 400 à 500 cm3 respectivement pour les chimpanzés et les gorilles. Et en bas, vous voyez que pour les australopithèques, on est entre 375 jusqu'à 500 et un peu plus pour certains individus. Donc voilà, ça vous donne une idée ici du schéma qu'on a de l'évolution. Alors ici, ça fait quelque chose de très linéaire, mais évidemment, je vais revenir aussi, c'est pas une réalité. Par contre, un point important ici, vous voyez que entre les Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire les hommes modernes, et les Néandertaliens, vous voyez que les Néandertaliens ont une capacité en moyenne plus importante. Par ailleurs, sachez que entre la capacité crânienne des populations actuelles par rapport aux hommes modernes du paléolithique supérieur, nous avons une capacité qui a baissé. Bon, c'est juste une histoire de volume. C'est une capacité volumétrique. Je ne parle pas de capacité intellectuelle. Pour ça, c'est une autre affaire. Donc, vous voyez ce schéma qu'on voit généralement dans la littérature, qui est porteur aussi d'une certaine idéologie, mais en fait qui est faux. Donc, il ne faut pas voir, ce n'est pas tout à fait linéaire, c'est même exponentiel. Donc, en tout cas, c'est quelque chose qui est latent quand on tient un discours sur l'homme, quand on le compare aux grands singes ou aux australopithèques. Donc, vous voyez, là, ce n'est pas tout à fait linéaire. Le néandertalien a en fait une capacité supérieure à l'homme moderne en général. Et donc, tout ça n'est pas linéaire, et c'est plutôt ramifié sous forme d'un buissonnement. Pour en venir donc à ce cas très particulier, qui est celui d'homme de Flores, pour entrer dans le cadre, je fais des allers-retours en permanence pour essayer de rentrer dans le cadre de la thématique du séminaire. Alors là, je vous ai dit que plutôt que ça soit de la découverte à la légende, c'est plutôt l'inverse. Et donc, cette histoire donc, de l'homme de Flores qui est particulière, donc c'était un fossile qu'on a surnommé d'emblée le Hobbit, qui a été trouvé sur cette petite île de Flores en septembre 2003, à l'occasion d'une fouille tenue par Michael Morwood et le professeur Soyono. Alors, cette découverte a fait un vrai buzz médiatique à l'époque, puisque vous voyez, par rapport à la capacité du crâne, ce qui est remarquable ici, c'est que le crâne est tout petit, il est à peine... il est équivalent en volume de celui des
des grands singes et des australopithèques. Alors ça pose un gros problème, on s'est dit, ça y est, il y a une nouvelle humanité. En plus, il y avait des dates à l'époque qui étaient assez récentes, donc ça cassait tout le modèle, même s'il était faux, mais en tout cas qui était celui qui avait la faveur, on va dire, des médias et même de la communauté. Donc on voyait, là, c'était un truc extraordinaire, ça cassait tout. Et donc on avait schéma là, du coup, on avait des hommes modernes, des Néandertaliens, des hommes de Solo, pour faire tout simple, et puis l'homme de Flores. Et on voyait surtout que, en gros, hein, il y a 20 000 ans jusqu'à à peu près 100 000 ans, on voyait qu'il y avait au moins 4 humanités différentes qui avaient pu coexister. Alors, pas forcément réellement parce qu'ils n'habitaient pas la même zone, encore que oui, pour les hommes modernes et les Néandertaliens. Pour certains hommes modernes et les hommes de Solo, oui, aussi, ça colle. Mais bon, voilà, en tout cas, voilà, c'était la grosse révolution de 2003. Donc voilà, hein, ces capacités, vous voyez, c'est quand même assez différent. Et là, toujours pareil, avec ce schéma particulier, plus ou moins exponentiel. Donc voilà, ça c'était... Alors pourquoi de la légende à la découverte? Parce que dans la région, il y a cette légende, sur l'île de Flores en particulier, de l'Ébu Gogo, qui est une créature mythologique, qui marche comme ça, sur ses deux pattes, et puis bon, qui est très vorace, et voilà, qui habite dans la forêt à côté. Donc là, on avait une base locale d'une légende, et puis qui semblait coller une réalité paléanthropologique. Alors pour revenir sur la petite histoire, l'île de Flores, c'est ce chantier de la grotte de Luangwa, c'est assez épique au départ, puisque là on a en concurrence en fait dans les années 2000 des Néerlandais qui sont les anciens colonisateurs de l'Indonésie, avec Pierre-Yves Sandar qui était venu nous voir d'ailleurs au Collège de France pour nous demander si on avait des fonds pour l'aider pour fouiller cette grotte. Malheureusement on venait de boucler les budgets, c'était pas possible à l'époque. Et il était en compétition avec les Australiens qui sont à côté, qui considèrent que l'Indonésie, c'est leur jardin. Donc là, et puis c'est pour ça que je vous ai mis ici des illustrations monétaires. C'est eux qui ont gagné la partie, on va dire, le bras de fer financier pour pouvoir faire les fouilles et accéder aux autorisations. Et donc ensuite, ce sont les Australiens qui ont découvert l'homme de Flores. Mais l'histoire, elle est assez compliquée et rocambolesque, puisque... suite à la découverte de ces fossiles par le professeur Soyono et Mike Morwood, eh bien, il y a eu des tensions entre les équipes indonésiennes et notamment, à un moment donné, le professeur Teku Jacob, qui était déjà à la retraite depuis au moins 10 ans, mais là-bas c'est une sommité, donc il n'y a pas de retraite vraiment là-bas, hein, c'est une véritable autorité. Il a demandé à voir les fossiles, il les a pris, enfin on lui a donné plus exactement, et il a mis un petit moment à les restituer. Et dans l'intervalle, on a fait un procès, je dirais, à l'indonésienne, si vous connaissez un petit peu les mentalités locales parfois. Et on a fait donc un procès à M. Mike Morwood. Et du coup, là, ce n'était pas le colonisateur hollandais qui était mis sur le banc des accusés, c'était le néocolonisateur australien. Et donc, on lui a fait un procès. Et tous les gens qui ont travaillé avec lui, d'ailleurs, sont venus à la barre pour dire tout le mal qu'ils pensaient de lui, évidemment, hein, parce que si on n'était pas sur le banc des accusateurs, on devenait sur le banc des accusés. Et donc, il a été interdit de séjour. Et les collègues indonésiens ont récupéré le matériel un temps. Et puis, après que le professeur Jacob restitue les fossiles, ils ont pu de nouveau, vous voyez, c'est pour ça que je vous ai mis un billet de banque, ont pu de nouveau avoir accès au matériel. Ça, c'est pour la petite histoire un petit peu opaque. Ensuite, il y a la petite histoire des scientifiques et la façon qu'ils ont eu de présenter les choses. Alors tout d'abord, donc, je vous mets ici le Hobbit et les 7 nains pour cette raison simple, c'est qu'en réalité, dans la première publication des résultats sur ce travail, qui sont essentiellement dus à Peter Brown, hein, qui est un très bon anatomiste, donc, et il nous explique que, vu la morphologie de ce fossile, c'est certainement quelque chose entre les australopithèques et des hommes très anciens, compte tenu de la morphologie. Et puis, ils finissent l'article avec ses collègues en disant que la preuve qu'il y a une nouvelle espèce, Homo florensis, ça sera quand on va en trouver d'autres. Mais en réalité, dès la première fois, ils avaient trouvé 7 individus. Donc c'était compliqué de dire qu'il y avait 7 nains tout de suite, parce que ce n'était pas crédible, ça faisait un petit peu, c'était plus que de la légende. Donc, voilà, en fait, donc il y avait plusieurs individus, et donc le fait qu'il y en ait plusieurs, ce n'est pas forcément une preuve que ça soit une espèce,
puisqu'on peut très bien trouver différents cas pathologiques, puisque, vous voyez maintenant, ça a été la grosse controverse, c'était de dire que finalement, ces hommes de Flores n'étaient pas une nouvelle espèce, mais c'était des cas particuliers, c'était des cas pathologiques. Alors pourquoi je dis ça? Parce que, donc ça c'est issu d'une étude, notamment celle du professeur Jacob, qui a fait une étude sur les populations environnantes de la grotte, à quelques kilomètres, et où on s'aperçoit que les plus grands des individus font 1,47 m de nos jours. Donc généralement, comme on dit que les populations plus anciennes sont un peu plus petites, on arrivait de proche en proche assez facilement au 1,10 m de l'homme de Flores. Et si en plus il y avait un effet pathologique qu'on voit sur certaines dents, mais bon, qui est contesté par d'autres, donc ça pouvait aller, en tout cas ça faisait une nouvelle controverse qui était scientifique, en dehors de celle donc, qui tenait à l'accès plus ou moins autorisé au site par les Australiens ou les autres. Alors, en réalité, quand on fait une analyse, ce qu'on appelle phylogénétique, c'est-à-dire une sorte de généalogie sur la base de l'anatomie de ce thème de Flores, on s'aperçoit qu'en réalité, en fait, c'est un Homo erectus, sauf qu'il est plus petit que les autres. Bon, voilà. Donc ça, c'est une troisième voie. Et ensuite, ça, c'est un résultat qui date de cette année. Donc, on a révisé les datations qui étaient associées à cet homme de Flores, et on s'aperçoit que finalement, il n'a pas perduré jusqu'à environ 20 000 ans, mais seulement 60 000 ans, ce qui l'écarterait d'une coexistence avec les premiers hommes modernes arrivés dans la région. Mais bon, ça, c'est de cette année, ça, ouais. Bon, ça ne change que les dates. Ça ne change pas l'anatomie de l'homme de Flores. Voilà, ça change. Donc voilà donc le lumo-schéma. Donc, vous voyez, donc on a toujours 4 humanités. Maintenant, si on reste au label Homo sapiens regroupe au moins les 3 du haut. Et le troisième, un Homo erectus. Donc, il y aurait une coexistence, en tout cas, entre 60 000 et un peu plus, des Homo sapiens et des Homo erectus dans cette zone. Donc, ce n'est pas tout à fait au même niveau qu'il y ait une coexistence, virtuelle, bien évidemment. Mais voilà, donc ça ne change pas tout à fait le problème, même si on affine les résultats à la fois chronologiques et sur la façon de décrire les choses. Alors, dernière histoire. Alors là, je vous ai mis que c'est une découverte de légende, vous allez voir, c'est assez particulier, cet homme de Naledi, et puis c'est très récent, en 2015. Alors, à plus d'un titre. Donc là, on est toujours dans cette zone de l'Afrique du Sud, qu'on appelle parfois le cradle of mankind, donc ce berceau de l'humanité, où on dit d'ailleurs qu'il y a plusieurs berceaux. Et donc, ça se situe dans une grotte qu'on appelle Rising Star, qui est un réseau karstique. Et alors là, il y a eu un grand battage médiatique, c'est National Geographic, qui est d'ailleurs National Geographic qui a financé les travaux. Alors l'histoire est la suivante. On découvre 1550 ossements humains, ce qui est énorme, on les trouve d'un seul coup. Ils ne sont pas tellement dans du sédiment, ils sont quasiment en surface. Et donc ça correspond à 15 individus. Donc là, on trouve 15 individus d'un coup dans une grotte. Et mon cas particulier aussi, le crâne est tout petit, là encore, un petit peu comme Flores, un petit peu plus gros, mais à peine, vous voyez, 465, 560. Et donc là, ça repose la question de cette évolution. Vous voyez, là c'est le schéma est à l'envers, mais on voit la taille des crânes là, sur cette période des courbes exponentielles, du coup inversées là. Donc là, ça repose la question, encore une humanité qui est présente. Alors, en même temps ou pas en même temps que nous, ça c'est une autre question. Mais là aussi, d'après les études anatomiques, alors pour le pied, il est à peu près comme le nôtre, mais pas tout à fait. Donc il y aurait une bipédie, mais un tout petit peu différente de la nôtre. La main, elle est comme nous, mais pas tout à fait. Il y aura encore de l'arboricolie. Donc on est dans un schéma, là encore, putativement intermédiaire entre l'homme et les australopithèques. Du coup, eh bien, on a vu différents avis qui sont exprimés. Bon, pour Michel Brunet, donc l'inventeur de Toumaï, on dit inventeur quand on découvre un nouveau fossile qui donne une nouvelle espèce, généralement. Donc pour Michel Brunet, lui, il ne fait que déplorer, admettre que c'est un scoop, mais qu'on n'a pas la date, donc c'est embêtant. Pour Yves Coppens, il dit que c'est un australopithèque. Chris Stringer est plus réservé. Il nous dit que si c'est aussi vieux que ça, c'est un cas un petit peu similaire à celui de l'homme de Flores. Et puis Bruno Morey, qui
je dirais qu'il y a eu l'avis le plus comment dire, le plus averti finalement. Il dit qu'il faut attendre les dates et qu'en l'état, compte tenu de l'anatomie, on peut dire. Sur l'hypothèse de Springer, c'est plutôt des survivants. Ça, c'est d'après l'hypothèse de l'homme de Flores, avant la découverte de 2017, donc, puisqu'on ne savait pas encore que ça remontait pas trop. Ouais. Mais bon, même là, c'est différent parce que là, on n'a pas du tout de date sur l'homme de Naledi. Donc, il se positionne, soit c'est plus ancien et c'est quelque chose pas loin d'Australopithèque des Homo habilis, soit c'est plus récent et alors ça sera un survivant, un petit peu comme l'homme de Flores. Là, comme il n'y a pas les dates, lui, il ne se prononce pas. Bon. Et ensuite, Bruno Morel, lui, dit que si on prend l'hypothèse qui est vendue à l'époque par les inventeurs, alors ça est plus proche du genre Homo que d'Australopithèque. Ça, c'est juste un constat anatomique. Et donc, au moment de cette découverte, il y a tout un battage médiatique, hein, mais ça, c'est un petit peu la spécialité de Lieberger. Alors, Lieberger, c'est un ancien militaire américain qui est installé en Afrique du Sud, qui a essayé de faire plusieurs scoops déjà. Il en avait fait un avec une nouvelle sorte d'Australopithèque. Ensuite, il a essayé de faire un scoop un petit peu comme Flores, avec des négritos, mais celui-là, c'est un peu un petit flop, celui-là, hein, il n'a pas bien marché. Bon, celui-là, par contre, a très très bien marché, il faut dire, donc l'homme de Naledi. Il a d'autant mieux marché que ça s'est fait dans des conditions très particulières, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un réseau karstique, très difficile d'accès. Et d'ailleurs, pour arriver à cette découverte, Lieberger a envoyé un message, qui est celui-ci, à toute la communauté internationale, où vous voyez, alors je vous le résume rapidement, hein, en fait, il cherchait des spéléologues ou des paléanthropologues, plutôt des femmes, plutôt petites et menues, parce qu'il fallait passer par les étroitures des boyaux de la cavité. Alors bon, je ne vous fais pas voir ici tout le détail. Mais ensuite, ils ont installé tout un système de caméras, de vidéos, et entre guillemets, ils téléguidaient les jeunes collègues spéléologues pour aller récupérer le matériel et le remonter à la surface. Donc c'était vraiment... Et tout ça est filmé, vous voyez sur YouTube, enfin c'est un truc assez colossal. Et puis l'année dernière, en début d'année aussi, ils ont retrouvé dans tout ce réseau une autre grotte avec d'autres individus équivalents. Alors il y a moins d'individus, mais ils sont morphologiquement identiques aux précédents. Enfin, alors ça clôt en tout cas pour le moment jusqu'à révision de ces dates-là. Donc toute la théorie, c'était des choses intermédiaires entre les australopithèques et le genre humain à 2 millions d'années. Mais en réalité, les datations à la fois des formations géologiques qui englobent ces fossiles et les datations directes de la faune qui est associée aux humains, vous voyez que ça donne une fourchette de 335 à 139 000 ans. Donc on se retrouve dans ce schéma-là désormais, donc avec une autre humanité. Alors ce n'est pas non plus tout à fait contemporain de nous, de nos ancêtres les plus directs, mais si on est au niveau de la description des Homo sapiens, on voit que là encore, il y a différents types d'Homo sapiens qui coexistent avec un Homo erectus et puis cet homme de Naledi, dont au jour d'aujourd'hui, je ne pourrais vous dire dans quel cas je le mets, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, donc je ne saurais pas vous dire... non, je ne l'ai pas vu. Donc je ne peux pas vous dire dans quel cas on pourrait le mettre. Alors pour terminer, je pense que j'ai fait assez vite, finalement. Voilà, donc mon discours était le suivant, c'était d'essayer de raccrocher à la thématique du séminaire. Bon, les sociétés d'exception, je vous ai plutôt parlé des paléanthropologues eux-mêmes. Et bon, je pense que cette image est assez emblématique. Vous voyez ce très étrange travers qu'ont tous mes collègues de se faire photographier avec un crâne dans la main. Alors bon, je ne sais pas, est-ce que les gens qui travaillent en agriculture se font photographier avec des poireaux ou des citrouilles, je ne sais pas. Voilà, peut-être, on va lui poser la question. Mais bon, voilà, c'est un petit clin d'œil pour terminer. Ensuite, juste pour vous redire ce qu'il faudrait plutôt faire par rapport à tous ces discours. Vous voyez, il y a beaucoup d'affects, il y a du média, il y a plein de choses qui interfèrent dans le discours de la science. En fait, quand on a des fossiles, ce qu'il faut faire, c'est travailler sur l'anatomie, uniquement l'anatomie, dire
ce que c'est, et puis ensuite voir comment s'agencent donc ces différents individus, puisque les fossiles sont des individus. Hein. On essaye de voir comment on peut les mettre en relation les uns avec les autres, faire une sorte de généalogie sur la base uniquement de l'anatomie, et ensuite essayer de replacer cette généalogie dans un cadre chronologique, donc ce qui fait qu'on va tirer sur les branches comme ça, et ça reconforme cette sorte d'arbre. Et de cette reconfiguration dans le temps, eh bien, bon, déjà on peut leur donner un nom, ça c'est très arbitraire aussi, hein. Cette configuration qui est recasée dans le temps, ensuite on voit à quoi ça correspond par rapport à des événements, alors climatiques, géologiques ou autres, et puis on essaye de dire si on constate des choses. En l'occurrence ici, quand on fait ce travail, on s'aperçoit que dans une période qui va de 2,5 millions d'années à 1,8, eh bien, il y a beaucoup d'espèces différentes qui semblent avoir leur origine dans cette région du monde, ce qu'on appelle une radiation. Et en réalité, quand on regarde dans cette région du monde, c'est exactement la même chose sur les bovidés et sur des singes. Donc il y a une sorte de phénomène régional qui aboutit à cette radiation, donc cette spéciation de différents taxons. Les taxons, ça peut être des genres, des familles ou des espèces, donc dans différentes catégories, bovidés, singes et humains. Et voilà. Et ensuite, eh bien, on essaye de voir... on essaye d'avoir un discours sur une sorte de causalité des événements. Là, je ne sais pas si je vous l'ai mis, non. Mais bon, il y a aussi le fait que les premiers humains qui soient sortis d'Afrique, ça correspond aussi à un changement climatique particulier en Afrique de l'Est. Donc après, il faut toujours être prudent avec les corrélations, hein, qui n'en sont pas forcément, et puis surtout qui ne fonctionnent que par rapport aux données dont on dispose. Il suffirait de découvrir un Homo erectus à 5 millions d'années en Amérique, il faudra tout balayer, tout recommencer et revoir les choses différemment. Donc voilà, merci à vous pour votre attention. Je remercie Valérie Zetoun pour cette présentation synthétique et originale, et parfois très drôle d'ailleurs. Alors je voudrais, avant de donner la parole aux questions qui, je suppose, seront nombreuses, pieux vœux, parce que c'est compliqué quand même, hein, c'est pas évident, de signaler un certain nombre de points d'un point de vue plus ethnographique ou anthropologique, mais aussi parfois anecdotique. Alors, en ce qui concerne l'homme de Flores, Valérie, tu parlais de Ebou Gogo, donc la figure un peu cryptozoologique mythique, une légende d'une sorte de yéti local, si vous voulez, qui a été à l'origine mise à jour par le travail ethnographique d'un collègue qui est à l'Alberta University, qui s'appelle Gregory Forth, et qui a relevé, notamment chez les Naguets de Flores, et les Kéos, mais surtout chez les Naguets, au centre de l'île, ces légendes relatives à une espèce de personnage d'homme des bois, yéti, etc., qu'ils appellent de ce nom Ebou Gogo. Et il a relevé un certain nombre de sites qui sont des toponymes qui ont une légende associée à ce personnage. Et c'est, alors d'après ce qu'il m'a dit, et d'après ce qu'il explique aussi dans son dernier livre, The Wild Man in Southeast Asia, qui est paru à Oxford, à Londres, dans les années 2000, je te redonnerai les références parce que je ne les ai plus en tête, qui est très très bien. Il explique que, en fait, ça a servi en partie au départ, comme tous les archéologues font en général, ils cherchent d'abord, quand ils n'ont pas d'indices autres, les toponymes, qui souvent sont des révélateurs de sites potentiels, avec des sites légendaires, avec des noms un peu épiques, etc. C'est souvent des marqueurs. Et là, en l'occurrence, c'est là où, au départ, il y avait des légendes associées à Ebou Gogo qu'ils ont trouvé, paraît-il, les premières pistes pour trouver l'homme de Flores. Donc, il avait insisté sur l'aspect, il n'a pas participé à la découverte de l'homme de Flores, mais il y a contribué en amont en mettant un peu involontairement les paléoanthropologues sur la piste. Alors sur le fait que tu n'as pas entendu parler de ça, non? Ouais, enfin je sais pas, mais je sais qu'il y avait des fouilles sur Flores bien avant.
Oui. Avant 2000 en tout Oui, cas. oui. Je sais pas si c'est avant. Il a peut-être essayé de... Je sais pas si c'est avant ses travaux ou pas. Il a commencé dans les années 80, lui. Donc, Ouais. Mais en même temps, alors, on a une réponse, nous, en paléanthropologie, par rapport à ça, c'est de dire que les gens présents qui sont porteurs de ces légendes n'étaient pas forcément les gens présents à l'époque. Ah bah oui, absolument. Donc ça pose un problème. Ça pose un problème. Le problème de la transmission, si tant est qu'il y en a vraiment absolument. une. Après, on a aussi l'autre cas de l'Indonésien lui-même, l'orang-outan, qu'on appelle l'orang-outan. En fait, c'est l'homme de la forêt. Ouais. Alors que bon, c'est clairement un singe, c'est l'orang-outan, et qui a comme nom l'homme de la forêt. Bah d'ailleurs, en Bahasa. En Bahasa, Mawas, en Bahasa Malaysia, Indonésia, le Mawas. Mais j'ai le même cas de figure chez les Djawi du sud de la Thaïlande, c'est des anciens Malais, quoi, enfin, coupés de la matrice malaise, et qui forment un conservatoire culturel d'une certaine manière. Et on a chez eux la figure du Mawa, qui correspond au Mawas, c'est exactement le même terme, qui est une sorte d'homme de la forêt, mais un homme, pas un animal pour eux, mais qui a un crâne en forme de marmite. C'est en os, hein, mais en forme de marmite. Et quand il s'arrête, il enlève son crâne pour cuire le riz dans le crâne, puis après il se nourrit, puis il remet le crâne. Et il a les narines verticales, c'est fait que quand la pluie tombe, il meurt. Donc il faut qu'il fasse gaffe. Et dès qu'il pleut, il se cache. Et il a des avant-bras avec des cartilages affûtés qui lui servent de coupe-coupe. Or, les proto-indochinois de cette zone de la région du proto-indochinois du Vietnam, du Cambodge, du Laos et de Malaisie ont des coupes-coupes à lame assez courte qui ressemblent et qu'on porte sur l'épaule, et donc on s'en sert comme ça, un peu comme des bras pour avancer en forêt. Ça pourrait être une forme de description indirecte de ces populations considérées de toute façon comme primitives par les sédentaires, comme partout ailleurs. Et puis alors il y a un autre point. Ceci étant, force, son hypothèse qui était intéressante, c'est que dans son livre que j'ai cité, il indique que ce serait une hypothèse tout à fait éventuelle, ce serait intéressant que à l'époque, donc il ne savait pas les dernières découvertes de 2017, que l'homme de Flores aurait duré longtemps après la disparition éventuellement d'autres espèces. Et le souvenir aurait pu éventuellement avoir perduré, c'est un peu tiré par les cheveux, mais néanmoins c'est intéressant, aurait duré un petit peu plus longtemps, et ça aurait donné lieu à la légende, et donc actuelle relevée par lui, et donc en tout cas il posait le postulat, et c'est ça qui est intéressant, de l'intérêt, et alors moi je souligne, de l'intérêt d'associer systématiquement la paléoanthropologie, qui est quand même notre grande sœur, à l'anthropologie au sens social et évidemment à l'ethnologie. C'est d'ailleurs ce qu'on fait tous les deux ici, puisque Valérie Zetoun est un des cofondateurs et co-directeurs de ce séminaire, c'est pas pour rien. Il est souvent en mission par le monde, ce qui explique qu'il ne peut pas être là à toutes les séances. Il repart après-demain, il sera à Chiang Mai, donc vous voyez, il nous a fait l'honneur de venir malgré cette mission. Et il y a une chose qui est très importante, c'est de l'éclairage mutuel. C'est-à-dire que la différence entre nature et culture, soulignée notamment par des grands chercheurs comme Philippe Descola, comme Lévi-Strauss avant lui, puis beaucoup d'autres, qui est essentielle dans notre discipline, à avoir en premier chef avec la paléoanthropologie qui cherche à déterminer justement le passage entre l'homme nature hominidé, singe d'origine, et l'homme moderne. C'est un mystère extraordinaire. C'est pourquoi je crois que tout ethnologue sérieux, quand bien même il travaillerait uniquement sur le contemporain, classique, récent, etc., doit s'intéresser impérativement, au moins comme une introduction, comme aujourd'hui, à la paléoanthropologie, et en connaître au moins les bribes, parce que c'est vraiment important de ça. Et puis, alors, dernière chose, c'est l'histoire que tu soulignes. Pourquoi est-ce que la paléoanthropologie est une science, une discipline très médiatisée, à juste titre, que quand on découvre potentiellement une nouvelle espèce humaine, c'est énorme, c'est un événement mondial. Et donc, ça intéresse les médias, ça intéresse le public au sens large, et donc ça génère de la notoriété, voire des moyens, de l'argent, de la célébrité, de la gloire même. Yves Copin, c'est célèbre.
grâce à la découverte de Lucie en particulier. Les grands chercheurs que tu as signalés sont tous plus ou moins des stars dans leur domaine. Aujourd'hui, en France, on a un certain nombre en Allemagne aussi, on a un certain nombre de chercheurs connus maintenant grâce aussi à cette découverte récente auxquelles leur nom est associé. Alors c'est un peu la dérive, mais c'est aussi la même chose finalement dans les disciplines comme l'ethnologie où chaque star, si je peux dire, de la discipline, je pense à Malinowski, je pense à Lévi-Strauss, même inconsciemment, finalement cherche un peu toujours à associer ou à s'immortaliser, c'est peut-être inconscient, en associant son nom à une école, à une hypothèse, à une théorie, le structuralisme, le fonctionnalisme, ce que vous voulez. Et c'est la même chose ici. C'est un côté humain, très très humain de la profession. Et il ne faut jamais oublier ce qu'a très bien souligné Valérie Zetoun au début de cette intervention que j'ai trouvée passionnante, c'est le travail d'équipe. Vous voyez, les paléontologues, les paléoanthropologues travaillent en équipe, s'associent de manière même internationale, et les découvertes se font avec les plus modestes. C'est-à-dire que, évidemment, il y a toujours, c'est comme un peu en médecine, quand on découvre quelque chose, il y a une équipe qui est derrière, qui a fait le travail avec le professeur qui reçoit le prix Nobel, mais c'est toute l'équipe, en fait, qui a trouvé, évidemment. C'est le cas en paléoanthropologie, donc n'oublions pas, au-delà des vedettes, il y a les vedettes, c'est surtout les crânes les grands anciens, quoi, si je veux dire. Avez-vous des questions? Gwenola Petit, en sciences sociales, je suis en L2 sciences sociales. Je me demandais par rapport aux fouilles, aux recherches qui ont été faites dans les grottes, il y a, comme sur la plupart des chantiers, il y a un certain financement derrière. Et je me demandais comment ça avait joué pour ces recherches-là au niveau du temps. Est-ce que, du coup, vous avez eu une limite de temps qui a été donnée dès le début ou est-ce que c'est fait sur plusieurs... Alors, comme on dit, le temps, c'est de l'argent. Ouais. Plus vous avez de l'argent, plus vous gagnez de temps. Ça, c'est clair. Alors, en l'occurrence, je ne connais pas le détail, mais c'est vrai que la recherche à tous les niveaux est en manque de moyens. Et quand on a les moyens, on peut faire des choses. Non, en même temps, oui, on a un système un petit peu de contrats sur 4-5 ans, sur des programmes qui ont ces durées-là, et ensuite, en fonction des résultats, ils sont prolongés ou pas. Ça, c'est un petit peu la réalité de la recherche, mais dans toutes les disciplines. Là, il se trouve que, pour le cas de Lee Burger, c'est très particulier, puisqu'il est très proche du système de National Geographic, dont l'objectif est de faire de la diffusion média. Et donc, voilà, il y a un retour comme ça. Alors, pour rebondir un petit peu sur ce que disait Pierre, sur l'effet médiatique, moi je suis dans une équipe où il y a toute la paléontologie, des microfossiles jusqu'à l'homme qui est représenté. Et c'est vrai que j'ai tendance à dire qu'on connaît 3 paléontologies, il y a celle de l'homme, celle des dinosaures et puis l'autre. Mais en réalité, il faut voir les choses différemment. C'est-à-dire que si on n'a pas les grandes vitrines avec les personnes comme des Yves Coppens ou à l'époque les Philippe Taquet, il faut bien se dire que ces collègues-là ont un rôle à jouer très important puisque c'est eux qui vont faire l'interface entre le public mais aussi les politiques. Les politiques, ils ne vont pas lire mes articles, ni les vôtres, ni ceux de personne. Ils vont voir qui passe à la télé ou maintenant sur Internet. Et en ayant ce contact-là, ils vont être sensibilisés à des approches qui sont un petit... Bon, c'est le cas pour ce qu'on fait ici en sciences sociales, qui sont considérées comme inutiles. Vous le savez bien, on l'a déjà dit X fois. Mais voilà, ça passe par ces personnalités-là, parfois, qui vont alerter le politique, qui va permettre qu'on ait des moyens ensuite pour faire une recherche qui est fondamentale. Alors, à tout un tas de niveaux, on n'est pas dans des systèmes économiques au sens strict, même si ça intervient justement parce qu'il faut financer la recherche. Donc, ce rôle des grands hommes de médias n'est pas... Alors évidemment, il y a de la jalousie, il y a des critiques, on dit ils font que ça. OK, mais on sait bien au sein des communautés qui fait quoi, et il faut voir le côté positif et se dire que finalement, c'est grâce à ces médias-là qu'on a une recherche qui est financée aussi. Donc voilà. Il y a quand même des contraintes aussi écologiques. Vous ne pouvez pas fouiller n'importe quand, n'importe où. Il y a des contraintes politiques. Oui, il y a ça aussi, bien sûr. Il y a la géostratégie, il y a des endroits, il y a la guerre, il y a des risques. Ben oui, il y a ça, il y a les relations interindividuelles aussi, entre pays, entre États, il y a toujours, effectivement. Il y a une chose qui m'a marqué dans ton exposé qui est remarquable, je trouve, qui est très discrète, très humble. C'est c'est que les faits, d'ailleurs.
à propos de Michel Brunet, qui a trouvé en 95, qui a trouvé dans quel pays? C'était au Tchad. Au Tchad. Et je crois que je le connais. Et donc Michel Brunet, qui a découvert ces ossements qui révolutionnent l'hypothèse générale au bout de 30 ans. C'est-à-dire que l'homme a donné 30 ans de sa vie à quelque chose qu'il croyait, mais sans avoir la certitude de trouver et de pouvoir passer sa vie à chercher. Ça, c'est une image scientifique extraordinaire. C'est un des chaînons, c'est-à-dire, il faut le voir comme ça, c'est que les paléoanthropologues, ils ont au-delà de l'éventuel l'ego démesuré de certains, comme dans toute discipline, quand ils sont un petit peu starifiés éventuellement, il faut comprendre que la paléoanthropologie, pour moi, c'est une science de la modestie d'abord, parce que vous vous rendez compte sur l'échelle de temps, sur la quasi-invisibilité des éléments que l'on trouve très peu d'ailleurs épars, et de ce mystère immense par rapport auquel ils se confrontent. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est surtout tous les collègues dont je ne vais pas citer le nom parce qu'ils n'ont pas forcément trouvé au bout de 30 ans, mais dont les travaux ont permis à d'autres ou permettront à d'autres d'avancer. Donc tout ça, c'est des contributions. Et bon, l'effet médiatique, c'est autre chose. Mais bon, il faut le voir positivement, je pense. Il faut, voilà, chacun son travail, je dirais. Ayoub El Araf, étudiant en M2 anthropologie sociale et culturelle. En fait, je vous remercie pour votre présentation tout d'abord. J'ai deux questions. Vous avez dit qu'en Éthiopie, on ne fait pas vraiment des fouilles, mais on effectue plutôt de la prospection. Je me demande, au niveau méthodologique, au niveau technique, comment on fait pour relever des ossements, etc. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est essentiellement vrai, c'est pas l'Éthiopie, ça peut être le Kenya, c'est pas toujours vrai en Afrique du Sud, parce qu'il y a aussi des karstes, il y a des brèches, c'est-à-dire c'est des sédiments consolidés, donc il faut les extraire, mais souvent, ce que font même d'ailleurs mes collègues en Afrique du Sud, quand ils récupèrent des gros morceaux de roches où il y a des fossiles dedans, ils les mettent comme ça à l'extérieur, et c'est avec la pluie que ça va commencer à les dégager. Ce qui se passe alors en Afrique de l'Est principalement, c'est qu'effectivement, ils ont la chance d'avoir des formations qui font 1 km et demi de hauteur, qui est érodée parce qu'il y a ce phénomène de rifting. Du coup, il y a une élévation, et plus les reliefs sont élevés, plus ils ont tendance à s'éroder. Donc du coup, on va retrouver plus facilement en ramassant, mais ça c'est la première étape. Donc on ramasse, c'est une collecte en quelque sorte, et ensuite on va affiner, on essaye de trouver la source, comme on fait en gitologie pour la géologie. Quand on cherche de l'or, on va à un endroit où on voit des paillettes et on essaye de remonter le cours de la rivière pour essayer de choper le filon. C'est exactement la même chose. Donc dans un premier temps, on fait ça, et comme il y a énormément de matériel, on fait d'abord ça, et ensuite, ce sont les collègues géologues qui, une fois qu'ils ont repéré les formations, alors la chance de l'Afrique de l'Est, c'est qu'il y a beaucoup de strates volcaniques pour lesquelles il y a différentes techniques de datation, donc ça permet de recaler les différents fossiles. Mais on ne les a pas trouvés dans des parois d'1 kilomètre de haut. Et je vous remercie. Concernant la deuxième question, vous avez parlé de plusieurs régions, principalement en Afrique, l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud. Je me demande, est-ce qu'il y a une continuité qui est spatiale et pas seulement temporelle au niveau, certains espèces ont été contemporains les uns des autres, mais je me demande s'il y a une continuité spatiale entre ces deux zones. Alors, il y a du synchronisme, puisqu'on voit des entités qui se ressemblent, mais qui ne sont pas exactement les mêmes, qui sont à la fois en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud, dans des australopithèques, des paranthropes et des humains, mais la connexion passe par des pays comme le Mozambique, l'Ouganda, etc. C'est des pays sur lesquels des collègues vont travailler, mais sur lesquels on a moins travaillé. Il y a une autre réalité, c'est effectivement, quand je vous parlais de l'effet réverbère, il y a eu un rush à partir des années 70 sur l'Éthiopie, le Kenya, etc. Il y en a eu un autre sur l'Afrique du Sud qui était au niveau économique, indépendamment du régime particulier, qui était plus favorisé que d'autres pays. Et c'est vrai qu'on a longtemps dit, ça c'est ce qu'on disait avec mon collègue du Collège de France, Herbert Thomas, on avait tendance à dire que finalement, ce qu'on fait, c'est une science de luxe pour pays riches. Donc ça revient un petit peu à la question de tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a des contrées où
on ne se préoccupe pas d'aller chercher des fossiles quand on n'a pas à bouffer, quoi. On a autre chose à faire. Donc, alors maintenant, les choses changent parce que l'Europe, c'est moins riche qu'avant. Et d'ailleurs, regardez dans les journaux, il y a énormément de recherches en paléontologie, en paléanthropologie chinoise. Donc c'est très marrant, là, il y aurait peut-être un travail sociologique presque à faire, de voir où sont les découvertes. Alors il y a deux choses, il y a, on va dire, des émergences économiques, d'une part, donc du coup, il y a un intérêt aussi qui est lié, et puis, voilà, et l'autre aspect, c'est l'aspect qu'on appelle taphonomique, c'est-à-dire que quand Michel Brunet va chercher au-delà et qu'il trouve, c'est parce que les terrains sont propices, et certains collègues vont nous dire, mais ça se trouve, il y en a en Namibie, il y en a ailleurs, c'est qu'on n'y a pas été, on n'a pas suffisamment cherché, et une des contraintes serait les conditions d'environnement qui fait qu'il y a des particularités géologiques particulières qui vont plus ou moins bien conserver les choses. Mais bon, en l'état, tout le discours qu'on tient, c'est par rapport à la réalité tangible qui est la nôtre, et comme je vous le disais tout à l'heure, qu'on trouve quelque chose à 5 millions d'années en Amérique du Sud, et on changera notre point de vue. Mais en attendant, tout ce qu'on raconte, c'est par rapport à ce qu'on connaît. Et on sait qu'on ne connaît pas grand-chose. Une goutte d'eau dans la mer. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'étais en Mauritanie, et on allait se promener dans les dunes, les grandes dunes, vous savez, ocre, immenses, sable impalpable, extraordinaire, là, des immenses dunes comme des collines, et on marchait. Et j'étais gosse, je trouvais par centaines, alors je les laissais sur place, j'étais très correct. Bon, j'en ai pris 2, 3, mais pas plus. Des petites pointes de flèches de pierre, alors je ne sais pas, silex probablement, mais je ne suis pas sûr, de taillées, du paléolithique, quoi. Et des haches de pierre taillées, on trouvait tout ça partout sur le sable, mais par centaines. Mais vous imaginez, filtrer ça, aller chercher sur des univers comme ça, sableux, c'est impossible, ça demande des moyens énormes, mais probablement dans bien d'autres endroits en Afrique et ailleurs, et on trouvera, parce que la paléoanthropologie, elle est assujettie aux découvertes que l'on fait, évidemment. Ça ne veut pas dire que parce qu'actuellement on ne parle pas de telle autre époque ou telle possibilité, c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé les choses, mais ça demande tellement de moyens, c'est tellement rechercher une aiguille dans une meule de foin, et encore une meule c'est plus facile, je crois. Enfin, c'est ça, un peu ce qu'a fait l'équipe de Michel Brunet. En fait, ce qu'ils faisaient, eux, c'est qu'ils suivaient les dunes. Comme les dunes avancent avec le vent, une fois que la dune était passée, on regardait ce qu'il y avait en dessous. Donc après, la fouille, elle est restreinte. C'est-à-dire, c'est pas de l'archéologie, comme peut-être vous l'avez vu, où on arrive à un endroit, on fouille, et puis on peut faire des décapages successifs jusqu'à 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 15 mètres, ou plus, comme il y a sur certains chantiers en Chine. Il y a quand même des paramètres connus, j'imagine, de meilleure conservation d'os par rapport au climat ou Non, justement, ça, on ne connaît pas, justement. C'était une des démonstrations du travail de Michel Brunet, d'une part, même s'il y en a eu d'autres, hein, mais non, on ne connaît pas vraiment les conditions. En fait, avant, l'idée initiale, c'est de la paléanthropologie. Hein, le premier paléanthropologue, c'est Eugène Dubois. À l'époque, la théorie, c'est de dire que l'origine de l'homme, ça devait être sous les tropiques. Donc, l'Indonésie, ce sont les colonies des Pays-Bas, puisqu'il est hollandais. C'est là-bas qu'il va et il trouve quelque chose. Donc, on va chercher sous les tropiques. C'était 1891. Donc, voilà. Mais bon, avant, on avait trouvé un Néandertal, comme ça, par hasard, à côté, en Allemagne. Et bon, il y a du fortuit et parfois des idées directrices, mais qui ne sont pas forcément... parfois des faux. Oui. Il y a ça aussi. En Angleterre, l'homme de Pildon, oui. Ouais. Ça, c'est une autre histoire. On sait, c'est pas clair. L'histoire n'est pas claire. On ne sait pas si c'était pas pour faire accuser quelqu'un. Non, c'est très compliqué. Herbert Thomas a fait un ouvrage là-dessus il y a une dizaine d'années, très intéressant, où je crois qu'il ne conclut pas tout à fait parce qu'à un moment, Thierry de Chardin a été accusé. Enfin bon, c'est compliqué. C'est une vraie enquête, ça, historique. Sur l'homme de Flores, pour revenir sur l'homme de Flores, je peux dire sans me tromper que tu es l'un des 5 seuls paléoanthropologues dans le monde qui a pu voir les ossements de l'homme de Flores. Non, maintenant on est plus que ça. À l'époque c'était compliqué, hein, je vous ai expliqué le contexte, hein, c'était une rivalité. Moi j'ai pu le voir juste après que le professeur Jacob les rende à l'institution, puisque moi j'ai travaillé avec mon collègue Harry Vidianto pendant des années, j'ai fait ma thèse sur des sujets là-bas, et à un moment il m'a dit tiens, si tu veux le regarder, j'ai pu le voir
en 2005, ouais, juste après la restitution. Mais c'était vraiment compliqué. Et c'est vrai qu'il y a... Alors, là aussi, c'est pour ça que je ne vous ai pas dit tout à l'heure mon avis sur London Lady, parce que je ne l'ai pas vu. Mais c'est vrai qu'aussi, on est dans une discipline où il y a beaucoup d'avis qui sont émis, alors que les gens n'ont pas forcément étudié le matériel. Mais bon, ça, c'est... Donc, à ton avis, l'homme de Flores serait un Homo erectus de petite taille. En fait, le résultat que je vous ai montré, c'est le mien. Les autres ne sont pas forcément d'accord. Hein. Les autres sont encore en train de se crêper le chignon, si je puis dire, entre un cas pathologique et une nouvelle espèce. Moi, quand je fais l'analyse à partir de l'anatomie, ça tombe dans le groupe où il y a le spécimen dit type de... Est-ce que la politique a une influence également sur l'hypothèse? Par exemple, j'imagine que l'Indonésie a une position, non? Non, parce que moi, j'ai co-publié avec un collègue en disant ça, et puis il a fait un autre article avec un autre collègue qui disait autre chose. Ça leur pose pas... C'est pas un problème politique. Ça peut être un problème politique, mais de façon différée, c'est-à-dire que si je vous dis on a trouvé un Homo sapiens en Bretagne, on s'en fout. Mais si c'est une nouvelle espèce, là s'enclenche le flot médiatique et du coup derrière, alors tous les problèmes humains, mais aussi potentiellement les moyens financiers. Donc dire que c'est un Homo florensis, c'est entre guillemets plus payant que dire que c'est un Homo erectus, alors que l'Indonésie c'est un nid à Homo erectus. Donc finalement, il y a peut-être un tout petit peu de ça, quoi. Mais bon. On est fort, on répond à les questions, on est super fort. Bonjour. Bonjour. Elena Landman en licence d'ethnologie. Moi, j'aimerais savoir quel est le statut exactement en fait, des ossements ou des objets que vous trouvez dans le cadre de recherche. Je veux dire, en termes de propriété, est-ce que ça pose parfois problème? Est-ce que c'est des ossements qui vous appartiennent, qui appartiennent au pays? Non, c'est très compliqué. Alors, il y a différentes législations d'un pays à l'autre. Hein. Déjà, par exemple, en France, on a un statut différent entre ce qui relève du culturel, loi de 41, et lors de ce qui relève du géologique. Les fossiles ont un statut pas clair du tout. Ça, c'est pour la France. Mais globalement, alors, il y a eu des résolutions qui ont été faites au niveau des sociétés de paléanthropologie. Maintenant, il est admis qu'un fossile ne doit pas sortir de son pays, sauf cas exceptionnel. Et même, pour vous dire, les fossiles néandertaliens de Chanidar qui ont été trouvés en Irak sont restés en Irak. Donc, il n'y a pas de... Normalement, ça doit vraiment rester dans le pays. Ça appartient au pays. Les représentants du pays sont mandatés, alors c'est pas inscrit quelque part, sont mandatés pour être les responsables des fossiles. En Éthiopie, c'est très très codifié, au Kenya aussi, en Afrique du Sud également, puisque c'est des gisements très anciens et parmi les premiers au niveau de la découverte de ce genre de fossiles. Donc il y a une législation qui est très pointue, très pointilleuse, c'est très codifié. Il faut faire des demandes d'autorisation pour voir le matériel. C'est pas celui qui trouve qui est le propriétaire. Ça n'existe pas. Donc voilà. Et alors ça va même beaucoup plus loin, puisque maintenant vous avez entendu parler de ça. Hein. Il y a tous ces systèmes de digitalisation, de représentation virtuelle. Là, c'est pas réglé partout. En Éthiopie, ils considèrent que l'image même des fossiles leur appartient. Alors c'est compliqué parce que entre la capture de l'information et le traitement de l'information, c'est un certain travail, et on peut considérer que ce travail-là appartient à celui qui le fait. Donc vous voyez, c'est pas évident, et ça dépend des législations. Alors, un autre cas que je connais bien en Indonésie, si vous allez en Indonésie, sachez que tout ce qui est dans votre ordinateur appartient à l'Indonésie, parce que c'est en Indonésie. Donc vous voyez que la législation n'est pas la même partout. Mais personne ne peut dire ça, moi. Il y a cet effet. Dans ce cas-là, on emporte un Windows, on est tranquille. Oui, en Indonésie, et puis tu reviens, t'es vérolé de partout. Ouais. On coupe rien. Il faut assumer. Avez-vous d'autres questions? Pour en profiter, parce que M. Zito ne vient pas souvent, et je vous assure qu'on a ici quelqu'un d'important dans la discipline, donc sur le plan mondial. Mademoiselle. Pardon, Brian. Excusez-moi, mademoiselle. Brian avait levé la main. Bonjour, Brian Nemec, j'étudie en licence d'ethnologie. Bon, une petite question technique, vous avez parlé des ossements Naledi, si j'ai bien compris, qui ne sont pas datables. Pourquoi Si.
Non, il n'avait pas été daté. D'accord. Alors c'est pareil, il y a eu aussi ce réflexe. Il y a eu un autre cas avant sur un crâne en Namibie où les gens qui l'ont récupéré ont considéré que c'était très vieux, ça devait avoir 200 000 ans, et quand on leur a posé la question, mais pourquoi n'avez-vous pas fait un carbone 14 ? Ils ont répondu, parce que ça a 200 000 ans et que le carbone 14, ça ne marche pas au-delà de 38 000 ou 40 000. Bon, là c'était différent. Là, il n'y avait pas eu la possibilité de le faire au départ, mais vous avez eu 2015, emballement médiatique. Les dates 2017, c'est tout à fait raisonnable. Hein. D'habitude, on attend beaucoup plus de temps que ça. Et puis, bon, maintenant, on a des techniques assez pointues, on doit les recouper. Là, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est dater directement l'environnement proche sédimentaire, qui a donné une gamme de dates. Et puis, alors, on n'a pas voulu, parce que c'est souvent destructeur, les datations, abîmer le matériel lui-même, mais je crois que ce sont des dents de singes qui sont associés, et de bovidés, qui sont associés à ces humains-là, qui sont dans les mêmes couches, où on les a coupés, on a fait des analyses dessus, on a trouvé des dates. Il me semble. Je ne pense pas qu'ils aient sacrifié le matériel, je ne suis pas sûr de ça. Mais voilà, il y a des dates directes ou indirectes, et après on voit si c'est cohérent ou pas. Parce que dans ce système de karst, là c'est très compliqué. Il y a ce qu'on appelle des soutirages qui ramènent des sédiments récents vers le fond, après ça se resédimente, et puis après ça peut rééroder, remobiliser, après ensuite tout est érodé. C'est très très complexe, donc il faut arriver à remettre en ordre tout ce schéma-là, de volume les uns par rapport aux autres, pour avoir le bon ordonnancement, et ensuite de dater. Mais la bonne question, c'est de savoir finalement qu'est-ce qu'on a réellement daté. En fonction des méthodes, on ne date pas la même chose. Alors dans certains cas, on va dater la mort de l'individu. Dans d'autres cas, on va dater, par exemple, avec les systèmes d'OSL qui sont liés à l'enfouissement des objets, parce qu'on arrive à voir à partir de quand il n'y a plus de rayonnement solaire sur les objets. Mais bon, ça peut être une réouverture d'un site, et puis ça efface le signal, et puis finalement, ça va rajeunir le signal. Puis bon, plus des percolations de fluides chargés plus ou moins en uranium qui vont altérer le signal qu'on lit, parce que finalement, on lit un signal et on l'interprète. Donc, c'est très compliqué. Croiser avec les pollens ou bien des graines qu'on trouverait, des végétaux qui restent. Enfin, ça doit être rare à ces époques-là. Ça peut arriver. Oui, mais c'est pareil. Après, ça dépend. Et puis, comme on est aussi dans la construction en parallèle, entre dire à telle période il y avait tel environnement ou de tel environnement, on déduire qu'on était à telle époque, dans la mesure où les environnements peuvent être identiques mais à des périodes différentes, c'est toute une gymnastique où justement il faut de l'interdisciplinarité et on essaye de se confronter les uns aux autres pour sortir un résultat qui tienne la route jusqu'à nouvelles découvertes et qui remet tout en cause. Donc il faut voir ça aussi comme il faut voir ça aussi comme des rendus, des états de l'art à un moment donné. Voilà. Et qu'il n'y a pas à critiquer les anciennes découvertes en disant voilà, ils ont fait n'importe quoi. Non, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire en fonction de leurs moyens à l'époque. Voilà, il faut voir qu'on avance, quoi. Bonjour. Émilie Tulliot, en sciences sociales. Justement, vous avez parlé d'interdisciplinarité, professeur Leroux en a parlé également. Est-ce que sur votre terrain, vous avez donc eu la chance ou le malheur, je ne sais pas comment le dire, de travailler avec des anthropologues et des ethnologues? Expérience personnelle. Alors, j'ai fait l'expérience, je ne vais pas vous donner mes conclusions, je vais juste vous la théoriser. C'est pas moi. Alors, je vais prendre trois catégories. Je vais vous dire quoi là. Bon, c'est aussi une expérience qu'on a eue en Afrique de l'Ouest pour d'autres choses. Alors, moi, je vais vous parler de trois mondes. Celui de l'archéologie, je me mets dedans, on va dire. Celui d'études des textes et celui de l'étude de l'oral. Et ce que moi, j'ai tendance à dire, c'est que les textes et l'oral, on comprend ce que ça veut dire, mais on n'est pas sûr que ça soit vrai. Alors que nous, quand on est dans le matériel, on est sûr de ce que c'est, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc vous voyez que le dialogue est relativement compliqué, même s'il faut essayer de l'avoir, ça reste compliqué. Donc des fois c'est fructueux, mais les fruits ne sont pas forcément ceux qu'on attendait. Pierre parlait de liaisons un peu directes, je dirais, entre des légendes et des réalités. Parfois il peut y avoir des légendes et puis on ne trouve pas la réalité. Parfois c'est déconnecté, parfois ça n'a rien à voir, etc. Donc c'est très très compliqué de faire la démonstration de ça. Maintenant, on peut dire que c'est un moteur. Moi, il y a un truc aussi que je trouve assez bizarre avec mes collègues thaïlandais. À chaque fois qu'on décide de fouiller un endroit, les collègues thaïlandais envoient systématiquement nos hordes d'étudiants questionner les villageois sur
ce qu'ils pensent de ce qu'il y a sur les sites qu'on va fouiller. Donc c'est un peu comme si on reportait l'expertise auprès des villageois. Donc on va demander aux villageois qu'est-ce qu'il y a comme matériel archéologique. Vous voyez, c'est un petit peu bizarre. Mais bon, c'est une habitude. Alors, je ne sais pas si tu as vu ça, mais en Thaïlande, c'est commun. Alors qu'a priori, je me dis, certes, il y a une connaissance locale de choses, ok, mais après, moi, je suis un peu réticent d'accepter leur expertise de ce point de vue-là. En plus, justement, ils peuvent mythifier ou pas. Alors parfois, c'est vrai, il y a aussi l'accès au terrain qui est particulier. Alors là aussi, je renvoie toujours à cet exemple-là de mon collègue quand il fouillait aux marquises des sites funéraires. Des fois, il y avait des trucs énormes à bouger, et puis il y avait des collègues locaux qui prenaient le truc sur l'épaule, ils leur demandaient est-ce que tu veux que je te donne un coup de main, et le mec il dit un coup de main de quoi? Il faut voir aussi qu'on projette aussi notre vision d'occidentale à nous sur des choses. Alors c'est vrai aussi sur, je pense que tu dois l'avoir ça, c'est-à-dire que ils font soit ils font archéologue, soit ils font videur de boîtes de nuit. En fait, rugbyman. Mais pour vous dire que voilà, on projette toujours aussi quelque chose de sa propre société. En l'occurrence, là, c'était un trait physique, une capacité. Le mec, il prend 90 kilos comme ça, quoi. Qu'est-ce qu'il allait aider? Lui, il faisait 60 kilos, quoi. Donc, pour vous dire, c'est pareil. Quand mes collègues, on va monter dans des montagnes, vous connaissez les dessins de Reiser sur les mecs qui vont sur le Mont Blanc en tongs. Eux, ils vont sur des trucs bien plus durs que le Mont Blanc en tongs. Nous, on est en chaussures, on a du mal. Eux, non. Donc, voilà, on a un rapport au monde qui n'est pas le même. Et on a tendance à le projeter sur nos recherches et sur même l'interprétation des choses qu'on essaye de décrypter et qu'on arrive parfois à décrypter dans l'archéologie ou la paléanthropologie. Donc il faut dire, je pense que pour la Thaïlande, l'histoire des étudiants qui vont systématiquement en sociaux, en ethno, en linguistique sur le terrain pour interviewer les archéologues. Les archéologues, oui. C'est parce que au départ, ils ont surtout commencé à travailler beaucoup en archéologie plus classique, plus récente. Et il y avait souvent un lien entre le toponyme et le site trouvable au début, dans certains cas, comme à Yarang, tu sais, dans le sud de la Thaïlande, sur les sites qui datent du premier millénaire. Donc c'était plus récent, évidemment. Et l'habitude a dû se prendre. Peut-être, enfin bon, quand tu travailles sur des sites wahhabiniens, c'est compliqué d'interroger les locaux sur ce genre de choses. Non.